Mesdames, Messieurs, bonjour. Au menu de ce premier rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin, est-ce l'absence de tests qui justifie la recrudescence des cas de viol sur mineurs notés dans nos villes ou les difficultés d'application des tests de reportage et démonstration s'il y a lieu de faire donc des réaménagements législatifs à suivre dans un instant. Nous allons ensuite feuilleter le code de la famille dans cette édition pour savoir si l'homme est-il obligé de participer aux tâches ménagères dans le foyer. Enfin, décédé il y a 36 ans, suivez donc un petit retour sur la vie de Déouman Adjaman, alias Baba Yabor, ce comédien humoriste béninois hors pair des années 80. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue dans cette édition. Pour mieux cerner la problématique du viol et des infractions assimilées, intéressons-nous au corpus législatif en vigueur au Bénin. Est-ce l'absence de tests qui justifie la recrudescence des cas de viol sur mineurs notés dans nos villes ou les difficultés d'application des tests? Sinon, comment justifier la récurrence des crimes de viol malgré la flopée de tests législatifs et des accords internationaux auquel le Bénin est parti? Le reportage que nous vous invitons à suivre nous plonge dans les méandres de la justice pour voir donc de plus près le crime de viol peut-il être éradiqué ou s'il y a lieu de faire des réaménagements législatifs. C'est un fléau qui gangrène notre société. Le viol, les abus sexuels et plus globalement les violences sexuelles constituent le lot quotidien des dossiers référés au parquet des tribunaux et cours d'appel de droit commun. En mars 2018, à l'annonce de la session de la cour d'assises à la cour d'appel de Cotonou, le procureur général d'alors tirait déjà la sonnette d'alarme. À l'examen du rôle de cette session, on constate que contrairement aux sessions antérieures, où les crimes du sang, sous leurs diverses qualifications juridiques, ont été les infractions majoritairement poursuivies, le crime de viol, dont celui commis sur des mineurs, est l'infraction dominante au cours de la présente session de la Cour d'assises. La recrudescence de cette forme d'infraction criminelle nous interpelle tous et nous amène à nous interroger sur les causes de ce phénomène grandissant. Entre réclusion criminelle, peine d'emprisonnement et d'amende, les nombreuses condamnations à but répressif n'ont rien pu changer au destin funeste de candidats à tels actes pour le moins ignobles. Ce n'est pas les peines d'emprisonnement vraiment qui vont... Parce que ce qui est fait est fait. La femme est déjà victime des coups. Elle en souffre, elle porte les séquelles. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire d'elle? Comment faire pour qu'elle oublie ce mal qu'on lui a fait? Si le lexique des thèmes juridiques en donne une définition plutôt générale, sinon vague, il faut recourir à la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes pour une définition plus pointue du viol. L'article 3 y voit tout acte de pénétration vaginale, anale ou buccale par le sexe d'autrui ou la pénétration vaginale ou anale par un quelconque objet sans le consentement intelligent et volontaire de la personne pénétrée. Chez les femmes mineures de moins de 16 ans, le consentement n'est pas valable. Dans la seule commune d'Abomey-Calavi, les cas répétés de viol et d'abus ou de violences sexuelles ces derniers temps ont au fait de fédérer les énergies autour des victimes. Mais le sujet appelle le sursaut national eu égard aux données fournies par le Centre international pour la promotion de la création. Lorsqu'on sait que pendant 3 années, de 2014 à 2016, nous avons enregistré dans le département de l'Ouémé 221 cas d'abus sexuels et 147 cas dans le département de la Donga. Lorsqu'on arrive au plus haut niveau des ministères, dans ce même intervalle, 6 cas ont été portés à la connaissance de Monsieur le ministre. 6 cas. Et sur les 6 cas, les sanctions ne sont pas encore appliquées. Lorsque le conseil de discipline a travaillé, il reste encore que l'autorité avise et que les dossiers soient transmis à qui de droit. Sur le crime de viol et des infractions assimilées au viol, les peines prévues sont bien plus lourdes. La réclusion criminelle attend, selon le cas, la réclusion à perpétuité si le viol est commis sur un enfant de moins de 13 ans,
Sans oublier les peines d'amende si le viol est le fait d'un ascendant légitime ou naturel. Pour qui accomplit ou tente d'accomplir l'acte sexuel autorisé par la coutume sur une fille de moins de 18 ans, c'est la peine d'emprisonnement assortie d'amende. Et dans les cas où le viol est précédé, accompagné ou suivi de torture, ou que le viol a entraîné la mort de la victime, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Les dispositions 553 et suivants du Code pénal renseignent à suffisance sur les peines encourues par les coupables de tels actes. Et c'est sans compter avec la répression des actes de viol prévus et organisés par la loi portant prévention, prise en charge et contrôle du VIH-Sida. En clair, les textes de loi qui répriment le crime de viol ne manquent pas à l'appel. Le Bénin, comme j'ai l'habitude de le dire, est un bon élève. Ce n'est pas les tests qui nous manquent. Mais la difficulté que nous avons par rapport à ces tests, nous en parlons, c'est les décrets d'application qu'il faut aussi prendre pour faciliter l'application de ces tests-là. Donc il y a ce problème, par exemple la loi sur les violences faites aux femmes, il y a des décrets d'application qui doivent être pris pour pouvoir faciliter l'application. La femme qui est victime, qui est battue dans le domicile conjugal, si on doit suivre la procédure au niveau des juridictions, vous voulez qu'elle continue à vivre dans le milieu conjugal en face de son bourreau. Donc c'est ça le problème que nous avons. Oui à la répression sans état d'âme. Oui à la protection de la femme. Cependant qu'un travail de sensibilisation et d'éducation s'impose pour redonner à la cellule familiale tout son éclat. Les filles sortent sans aucune permission. Vous les voyez en bande se balader et aller s'asseoir dans des débits de boissons ou bien être en groupe pour rendre visite à tel copain ou bien à tel frère d'un ami et qu'il y a un réseautage qui est créé autour de ça. Donc les filles elles-mêmes, de façon précoce, elles vivent ce que j'appelle les fantasmes sexuels qui sont davantage motivés à partir de tout ce que la médiatisation est en train de faire aujourd'hui, d'une part, et de tout ce que les groupes d'amis sont en train de faire. Donc ces deux variables sont des variables qui constituent ce que j'appelle les déterminants alliés à l'acte sexuel. Mais alliés à l'acte sexuel, elles sont dans une certaine naïveté totale. C'était donc le reportage de Herman Anyambossou, abus sexuels, ce que prévoient les tests. Herman Anyambossou, que je retrouve justement, c'est avec vous que nous allons conclure ce dossier que nous avons entamé au niveau de la rédaction de Canal 3 à Bénin. Partant donc de l'existant, quelle est la législation en matière de lutte contre les abus sexuels au Bénin? Il faut le dire tout de suite, c'est que le Bénin est un bon élève. Un peu comme l'a dit François Sousa Barolou, qui est la coordinatrice nationale du réseau WILDAF. C'est que le Bénin a produit assez de tests. On va évoquer par exemple quelques textes. Le code de l'enfant, le code de la famille. Il y a également, comment dit-on, la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes, qui sont autant de tests dont le Bénin s'est doté. Sans oublier le code pénal qui a été déjà toiletté une fois, mais qui sans doute va être toiletté à l'occasion de ce qui est entrepris comme démarche pour essayer de corriger le tir. On va revenir tantôt là-dessus. Il y a également que le Bénin est parti à plusieurs accords internationaux. Je vais par exemple citer la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a également la convention, le protocole de Maputo par exemple. Il y a beaucoup de tests dont le Bénin est partie intégrante, auquel le Bénin est partie intégrante, et qui aujourd'hui font que le Bénin aujourd'hui est un très bon élève. Le Bénin a prévu tout ce qu'il y a comme définition qu'on peut avoir au niveau des crimes, que ce soit le viol, le harcèlement, les violences faites aux femmes et tout, mais il se fait que le problème se pose au niveau de l'application de ces tests-là. Est-ce qu'on a pris des dispositions pour bien appliquer ces tests? C'est ça la grosse interrogation. Absolument, c'est vraiment ça la grosse interrogation. Vous l'avez dit, c'est en termes de tests, le Bénin est un bon élève. Le constat est que l'ensemble de ces tests n'ont pas réussi à mettre notre société à l'abri des abus sexuels. Oui, simplement parce qu'il se pose un problème d'éducation. Le tout ne suffit pas de pondre des tests, il faut encore sensibiliser les populations sur ces tests-là. Et c'est vrai, il se dit en droit, nul n'est censé ignorer la loi. Mais que fait-on pour que la loi puisse aller vers les populations? Les lois, n'oubliez pas que c'est pondu en français. Quelques ONG font des efforts pour les mettre en langue nationale. Mais encore à ce niveau, il faut que les radios communautaires soient associées pour que le plus petit des Béninois, dans les fins fonds du Bénin, puisse
être au courant de ces textes qui sont votés. Quand on parle par exemple le dossier sur les mariages précoces et forcés, ça se déplace. Ce n'est plus forcément au Bénin que les gens le font. Il y en a qui le font aux frontières du Bénin, où on sait que dans ces pays, c'est permis, c'est autorisé. Et quand c'est fait que l'enfant revient au Bénin, on suppose que c'est déjà consommé. Et donc, il y a un travail qui doit être fait à ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut également? Il y a aussi le fait pour le Béninois de ne pas être de ne pas fréquenter un peu trop nos juridictions. On pense que les tribunaux sont faits pour les gens instruits comme vous et moi, alors même que le juge est là pour se saisir de tous les dossiers qui touchent un peu à la vie des individus. Je pense qu'il faut travailler également à sensibiliser les populations sur le fait que le parquet est là, le commissariat est là, que les instances sont là pour les aider en cas de besoin. Alors l'autre préoccupation, c'est de savoir comment prouver le viol. Parce que c'est sur cette base-là que la justice pourra se prononcer. La preuve du viol, c'est un élément très important, comme vous l'avez dit. En 2017, par exemple, en France, il y a eu 16% des cas de viol qui ont été classés sans suite, par manque de preuves. Parce qu'ici, nous sommes dans un cas où la preuve du viol, ce n'est pas alternatif. Ce n'est pas que si on ne trouve pas ci, on va trouver ça. Non. Il se fait, même quand vous suivez un peu les cours d'assises, ici à la cour d'appel de Cotonou, et il se fait que on dit une fille a été violée. Mais les parents, dans leur émotion, dans les mois que suscitent un peu ces différentes histoires, font l'erreur de laver le caleçon, alors que dans ce caleçon devrait se retrouver des traces de sang. De jeter ça. Jeter ça. Et les parents n'ont pas le réflexe non plus d'aller vers un centre médical approprié pour avoir un certificat médical. C'est pourquoi on parle d'examen post-viol qui atteste qu'effectivement la fille a été violée dans un temps voisin du temps où on suppose qu'elle a été violée. On laisse d'abord les faits passer, ça fait, c'est pas 3, 4, 5, 6 mois avant de commencer par sauter sur ces cas-là. Je pense que c'est autant d'éléments qui font qu'aujourd'hui, même les juges béninois ont tous les problèmes de ce monde pour prouver qu'il y a eu viol. Donc il faut également à ce niveau conscientiser la population pour leur dire, quand vous soupçonnez que votre fille a été violée, quand vous soupçonnez que votre fille a des fréquentations qui pourraient la conduire là où il ne faut pas, tout de suite, il faut arrêter la saignée ou alors rapidement déposer une petite plainte ou aller dans un commissariat déposer plainte. Là, on suit le dossier de près et vous ne tombez pas dans les dossiers classés sans suite, comme c'est le cas, par exemple, dans beaucoup de pays. Comme également ce cas où la justice n'arrive pas à faire efficacement son travail, ou en famille, la victime estime que c'est mon oncle, je suis peut-être parenté à telle personne, on règle ça en famille, on ne porte pas le problème au niveau de la justice. Oui, comme pour dire que la famille représente un élément essentiel dans tout pays au monde, plus encore en Afrique et chez nous au Bénin. Vous savez, chez nous au Bénin, on se marie plutôt en famille. Ce n'est pas l'individu qui se marie. Alors si la famille peut faire en sorte qu'on s'intéresse un peu à ce qui se passe au sein du couple pour ne pas attendre que cet enseignant puisse bastonner sa femme un peu comme vil individu et donc se mêler un peu de ce qui se passe en famille, dans le couple, ça permettrait d'éviter un peu ces dérives-là. Parce que justement, une fois que le parquet se saisit de ce dossier, ça devient compliqué. On va vers des condamnations. Et c'est là que vous entendez la femme qui dit non, je veux juste que vous puissiez tirer les oreilles à mon mari, je ne veux pas qu'il aille en prison. Comment ça va se passer s'il vous le jetez en prison? L'avenir des enfants, comment je deviens quoi? La risée de la famille, on devient la risée de la famille, on se pose des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Autant de questions. Donc je pense que dans cette lutte-là, il faut aussi associer l'approche sociologique de la famille, de la femme. Comment la femme perçoit-elle le fait qu'on jette son mari en prison pour des faits de violence faits sur elle? Voilà autant de questions qui vont encore, je pense, qui vont trouver réponse à l'issue de ce débat qui se fait en ce moment. Alors, dans votre reportage, il y a un intervenant qui, en évoquant des chiffres, a fait cas des abus sexuels dans les ministères et a estimé que ces dossiers n'ont pas abouti. Oui, c'est déjà heureux qu'on puisse avoir des données sur ces différents cas dans nos ministères, en gros, dans l'administration publique, et même dans le privé. C'est déjà heureux qu'on puisse avoir ces chiffres-là avec le directeur national d'une ONG qui a sorti un peu ces chiffres et qui montre qu'en fait, dans ces ministères également, il se passe des choses horribles. Qu'est-ce qu'on fait pour corriger le tir? Le projet de loi qui est en discussion au Parlement, qui parle un peu des relations entre l'enseignant et son étudiant, ou l'enseignant ou l'apprenant, je pense que ça fait partie des éléments qui vont sans doute aider à corriger le tir. Absolument, vous l'avez évoqué, nous avons donc de nouvelles dispositions aujourd'hui, contenues dans le projet de loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme en République du Bénin, qui renforce la lutte, mais surtout l'Institut national de la femme qui devra jouer un rôle important.
Oui, c'est vrai, nous parlons de projet de loi, donc déjà transmis au Parlement. Le débat se fait, hein. On n'est pas ici en train de faire un débat pour orienter les députés, mais il faut dire que jusqu'à ce stade-ci, on ne peut pas encore dire si c'est à raison du genre, à raison du sexe ou à raison d'autres qualificatifs, on ne le sait pas encore. Et donc je pense que ce qui est fait comme diagnostic par le gouvernement, c'est qu'il y a plusieurs cas de viol ou d'harcèlement sexuel ou de violence basée sur le genre qui sont portés devant les instances, mais qui, faute d'une application effective ou de diligence, n'aboutissent pas. Le cas, par exemple, de cet enseignant qui a battu sa femme et la femme qui dit non, c'était les mauvais esprits qui m'ont dérangé. C'est mon mari. Non, c'est mon mari. Mon mari n'est pas comme ça. Sans doute qu'il a été aussi dérangé pour oser me porter le coup dessus. Désormais, avec l'INF, Institution de la femme, présidée par Claudine Prudencio, et dont la secrétaire exécutive nationale est Huguette Bokoyankadia, qui est avocate, je rappelle, il leur sera permis désormais d'ester en justice. Ça veut dire quoi? Monsieur X bat sa femme Angèle décide malgré l'opposition de la femme, l'INF pourra se dire non, nous on vous suit, nous on vous protège. Et donc ça suppose qu'il y a forcément des mesures d'accompagnement. Parce que la femme qui dit mon mari n'est pas comme ça, mon mari ne fait pas ci, ne fait pas ça, donc excusez-le, c'est sans doute qu'elle protège ses intérêts, elle voit aussi à peu près si ce monsieur-là va en prison, je deviens quoi, la famille devient quoi. Et donc il faut pouvoir accompagner ces femmes-là. Il faut sans doute également en amont une certaine action de médiation entre le mari et la femme pour voir si c'est un récidiviste, si c'est quelqu'un qui ne veut pas se corriger. Je pense que voilà autant d'éléments sur lesquels on attend le projet de loi. L'INF qui a désormais le plein pouvoir pour agir au nom de ces femmes-là, je pense que c'est une bonne chose également parce que n'oubliez pas, nous avons eu dans ce pays l'Institut national pour la promotion de la femme qui n'avait pas eu cette prérogative-là, qui est restée un peu lettre morte, qui n'a fait que se plaindre. Mais aujourd'hui, avec l'INF, nouveau modèle, je pense que c'est une bonne chose pour la protection des femmes. Merci à vous, Emmanuel Anyamboussou. Je reste à vous pour continuer cette édition. C'est un phénomène qui décime notre société. Le fléau continue de sévir dans les villes du Bénin, on ne le dira jamais assez. L'autre constat assez troublant, ce sont des mineurs qui sont également donc victimes de viol. Sur la liste des différents acteurs interpellés, les parents. Ali Moumouni, Henri Ganti sont allés rencontrer quelques parents qui nous expliquent leur compréhension du sujet. Des bourreaux dans l'ombre, des victimes qui s'enlisent dans le silence, une société terrifiée. Le viol. Voici un phénomène qui existe, mais dont on parle peu, puisque la plupart des victimes s'emmurent dans leur souffrance. Au Bénin, un acte de viol est puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement, assorti d'amende. Et quand c'est un mineur qui en est victime, ceci devient un acte doublement punissable, selon le sociologue Kalis Wede. Puisque la question du viol intervient à un moment donné où le consentement à l'activité sexuelle n'est pas requis de l'autre côté. Or, pour une activité sexuelle, il y a 2 variables dépendantes. Le critère démographique, d'accord, avoir la majorité sexuelle, et la question de consentement. Maintenant, quand vous venez préciser que c'est sur mineur, ça veut dire qu'il y a déjà une faute. Et cela constitue déjà la condition aggravante. Parce que la personne n'a pas la majorité et vous êtes allé tenir une activité sexuelle sans son consentement. Là même, la question de consentement ne se pose pas. Parce que vous êtes mineur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'auteur de ce viol, il doit être doublement sanctionné si les faits sont avérés et que la justice puisse se prononcer. Souvent, on n'arrive pas à deviner les auteurs. Le bourreau est une personne qui maîtrise bien sa victime. Il a plusieurs façons d'opérer, mais dans tous les cas, profite de la naïveté de la petite fille. Pourtant, celle-ci est appelée à être sous la protection de ses géniteurs. La faute, la responsabilité incombe aux parents des filles. Parce que, d'un, tu as une fille. Voilà, vous, couple, vous êtes au bureau. Des cas des 2 fonctionnaires qui sont au bureau envoient leur fille. Ils disent que j'ai déposé ma fille à l'école. Je suis au bureau, la fille sort et va à la maison. Vraiment, est-ce qu'il y a un suivi pour voir réellement que la fille est rentrée? Tu as une fille, tu l'envoies à l'école, tu lui donnes à manger, surtout l'argent de poche. Parce que la fille qui n'a pas de l'argent, elle doit regarder ailleurs. Et dans les 2 cas, l'État est responsable et les parents aussi sont responsables. Il y a des parents qui se lèvent très tôt, ils ne suivaient pas les enfants. Et en pourchassant l'argent là, on fausse toujours l'éducation des enfants. Et quand tu es parent, il faut que soit le parent est rigoureux, le papa est rigoureux ou bien la maman est rigoureuse. Là, on arrive à réussir. Depuis plusieurs années, l'État met en garde contre le viol des mineurs en élaborant des textes qui statuent sur les sanctions qu'encourent les auteurs. De la même façon, des organisations non gouvernementales sensibilisent sur la question.
Malgré cela, le débat sur la façon d'éduquer les enfants persiste. Pour certains parents, il est nécessaire de prioriser l'éducation sexuelle des enfants et le dialogue. Ce que doit faire le parent, c'est insister sur l'éducation sexuelle, apprendre à écouter l'enfant. Parce que pendant que le parent se bat pour éduquer l'enfant, quelque part, au sein même de la famille, on a peut-être un oncle, qui abuse sexuellement de sa nièce. C'est des cas qui arrivent. Je dirais aux parents de prendre soin de leurs enfants, de prendre soin surtout de leurs enfants filles et de discuter avec leurs enfants. Ce n'est pas la peine de crier, de frapper, discuter. Si vous ne voulez pas, réveillez l'enfant à 5h, 6h et parlez. D'autre part, certains parents pensent que les écoles doivent beaucoup être mises à contribution. Je demande à ce que l'association des parents d'élèves des écoles prenne leurs responsabilités parce que tout provient de l'école. C'est l'établissement qui est responsable en bas de ça. Il faut que les enfants, quand ils quittent la responsabilité des enfants, des parents, qu'ils se retrouvent sous la responsabilité de l'établissement. C'est très important. Il ne faut pas que l'élève en retard reste au portable, mais il doit rester dans l'établissement. Il peut ne pas aller en classe. J'insiste toujours sur ça. Et après, se retrouvent en l'air. Donc, de partenariat en partenariat, là, ils se retrouvent partout. Togala si tempo kendo côté na bono et si des séritons bon nous yo pas voulu encadrement wedien we quoi fié non de non de jivi de no c'est de asome bon vite na do vierge mais le temps de pour ancien de dire que ego au revenu nous disons mais ouais poto perdido. Avec les facilités interplanétaires offertes aujourd'hui par la technologie, le phénomène du viol des mineurs ne cesse de s'intensifier. Et les parents doivent être aux aguets pour assurer davantage la protection de leurs filles. Et puis, il n'y a pas que les parents pour renforcer donc la lutte des abus sexuels. Les membres du gouvernement ont décidé de transmettre au Parlement le projet de loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme en République du Bénin. Les députés, bien entendu, sont invités à examiner et à voter le dit projet de loi. Mais en attendant, le garde des Sceaux partage ici avec nous une des innovations. L'innovation majeure qu'il faut considérer consiste dans la création d'une nouvelle catégorie d'infractions que nous avons souhaité dénommer infractions à raison du genre, que nous définissons comme les infractions pour la commission desquelles le sexe de la victime est la considération préalable. Et dans cette catégorie, nous rassemblons tout ce qui était dans la législation ancienne, à savoir le harcèlement sexuel, le viol, l'interruption forcée de grossesse ou mutilation génitale des femmes. L'introduction de cette nouvelle catégorie d'infractions s'accompagne de différentes autres innovations dans le code pénal, notamment le renforcement des incriminations s'y rapportant ainsi que l'élargissement des champs matériels et personnels de la loi à travers la prise en compte pour ce qui concerne le harcèlement sexuel des complices désormais punissable au même titre que les auteurs principaux, l'aggravation de la peine encourue par les ascendants en cas de harcèlement commis sur un mineur, l'exclusion du consentement de la victime mineure, est désormais assimilée au harcèlement sexuel et punie comme tel toute liaison entre un apprenant et son formateur ou son enseignant. En d'autres termes, désormais, il est interdit toute liaison amoureuse entre un professeur, un enseignant, un formateur et la personne soumise à sa formation. En outre, nous envisageons d'introduire pour le viol de nouvelles circonstances aggravantes, telles que l'existence d'un lien de parenté ou de subordination, la déficience physique ou mentale de la victime, une relation d'enseignant ou de formateur à apprenant, entre autres, entre l'auteur et la victime. Et surtout, la criminalisation du mariage forcé ou du mariage précoce et l'aggravation des peines encourues en cas de mutilation génitale.
L'homme est-il obligé de participer aux tâches ménagères du foyer? C'est le titre donc, de ce que vous allez suivre tout à l'heure pour éclairer l'opinion publique sur la question. Une équipe de rédaction conduite par Ingrid Day et Henri Ganti s'est rapprochée d'une avocate avec maître Alessandrine Saïzo-Nombédier. Nous allons ensemble feuilleter le code de la famille pour en savoir davantage. Coiffeur de formation, mais aujourd'hui porte-fer, âgé d'une vingtaine d'années, marié et père de plusieurs enfants, Joseph se vante d'aider sa femme dans les travaux domestiques. Des hommes comme lui, il y en a très peu de nos jours au Bénin. Alors que certains évoquent par paresse l'alibi de la fatigue pour échapper aux travaux domestiques dans leur foyer, d'autres se cachent derrière le regard machiste de la société. Selon ces derniers, la tradition ne permet pas à l'homme, chef de famille, de se rabaisser pour exécuter des tâches ménagères. L'homme peut aider sa femme quand il veut. S'il est à la maison, il ne fait rien. Il peut participer à certaines choses avec elle. L'homme noir, s'il ne quitte pas l'Europe, ou bien, même s'il est noir, il est en Europe, il peut aider sa femme en travaux ménagers. Mais s'il n'est pas en Europe et il est ici, c'est très rare. Ce n'est pas une obligation. Maintenant, si la femme est occupée, il fait quelque chose à l'intérieur, il peut lui aider à écraser tomate. Mais la lessive là, c'est un peu gauche. Le slip de sa femme, il ne peut pas dire qu'il va laver. L'homme doit le faire par plaisir. Parce que quand tu aimes ta femme et que tu vis avec elle, vous avez des enfants, vous êtes dans un foyer. Pour l'évolution du foyer, il faut forcément que l'homme aide sa femme. La contribution de l'homme aux tâches ménagères constitue l'un des plus fréquents sujets de discorde dans les foyers. De ces bisbilles naissent des frustrations rendant plus difficile la conciliation travail-famille. Ce malaise s'accentue lorsque la femme, au même titre que son mari, doit se rendre tous les matins au service pour revenir le soir, s'occuper des enfants et des tâches ménagères. Et pendant ce temps, l'homme s'accorde des instants de divertissement, soit au salon ou avec ses amis dehors. L'homme doit obligatoirement aider sa femme. La femme n'est plus un esclave à côté de l'homme dans le foyer. L'homme doit l'aider autant qu'il peut. Ça aussi renforce l'amour dans le ménage. La question de la contribution de l'homme aux tâches ménagères suscite beaucoup d'interrogations entre les générations. Chaque homme opine selon sa compréhension, ses réalités et ses coutumes. Au Bénin, comme dans beaucoup d'autres pays, le mariage est régi par la loi. Cependant, la loi fait-elle obligation à l'homme de participer aux tâches ménagères? Dans les textes, ce n'est pas dit que l'homme doit faire la vaisselle, la lessive, écraser le piment et la tomate. Mais ce qui est dit, c'est que les liens du mariage entraînent des obligations de part et d'autre. On peut aider son épouse dans les travaux ménagers, on peut l'aider à s'occuper des enfants, on peut même l'aider à faire à la lessive et autres. Malgré le poids de la tradition qui suscite un sursaut d'orgueil chez beaucoup d'hommes, certains s'accordent sur le fait que la clé d'un ménage heureux et durable réside en la capacité des deux partenaires de se soutenir dans les tâches domestiques. Cette pratique pourrait non seulement améliorer et rendre plus bienveillant le regard de la société, mais aussi contribuer à l'éducation des enfants. Et voilà donc qui apporte plus de précision sur cette interrogation. Il a fait tordre de rire les Béninois dans les années 80 et d'ailleurs ses œuvres continuent à ce jour de faire rire. Lui, c'est Déouan Adjagnon alias Baba Yabor. C'est un billet retour sur ce comédien humoriste hors pair décédé il y a 36 ans. Elle ne passe pas inaperçue lorsque vous décidez de faire un tour au quartier Agbo-Commun, dans le premier arrondissement de Porto Novo, précisément au carrefour du Grand Marché. Cette statue à l'allure rondouillette est celle de Déouan Adjagnon, alias Baba Yabor, célèbre humoriste de Porto Novo, qui a égayé les Béninois dans les années 80.
Non loin du Grand Marché, au quartier Agbokou, nous retrouvons son célèbre compère de scène, Mamoudou Eissé, alias Mr. Okeke. Dans sa demeure, l'homme garde précieusement les photos et les images de ces moments où les populations se pressaient pour aller suivre les représentations de la troupe Toakonu. Deomo Adjayon Nuboyiko est un artiste de classe exceptionnelle. Et c'est la troupe Toakonu qui lui a donné le nom Baba Yabo. Papa Planton, elle a donné son nom Papa Planton. Footballeur professionnel à l'époque, Mr. Okeke a vu sa vie basculer quand il a rencontré le truculent Baba Yabo. Les deux hommes ont décidé de tout abandonner pour le théâtre populaire et de leur association est née la troupe Toakonu. Deomo Adjayon était un farouche supporter de l'assaut Kotato, c'est-à-dire que l'association sportive de Porto Novo, qu'on appelait Kotato, dans laquelle moi je jouais. Alors, comme il était supporter, c'est comme ça que nous sommes abordés. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, il fallait que nous sommes ici maintenant, tous nous, en parlant, nous rions et voilà. Est-ce qu'on ne peut pas créer une troupe théâtrale? Il a dit, ah, si je veux. À sa mort en février 1985, les membres de la troupe ont fait un serment sur la dépouille de Baba Yabo. Sur sa dépouille mortelle, les membres de la troupe et moi avions prêté serment que quand Mr. Okeke et la troupe Toakonu vivent, Baba Yabo n'est pas mort. Et c'est ça qui a fait que nous avons proposé de faire sa statue, d'ériger sa statue. Et c'est ça qui a fait que nous avons érigé. 36 ans après sa mort, les Béninois ne se lassent guère des œuvres du grand faiseur de rire qu'est Baba Yabo. Son humour sans pareil a traversé le temps et continue de faire rire jusqu'aux larmes. Et voilà, décédé il y a donc 36 ans, c'est sur ce reportage billet retour de Deomo Adjayon alias Baba Yabo que se referme le 13h au Bénin de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Canal 3 Bénin.